Bon, ben, bienvenue tout le monde à ce cinquième épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. On va continuer encore notre série d'introduction au symbolisme où on essaie d'établir bien la base. Puis là, je veux passer à une autre structure fondamentale dans le symbolisme, c'est-à-dire du temps et de l'espace. On a déjà parlé du ciel et de la tête et le corps. Là, les autres aspects qui restent fondamentaux à aborder, c'est justement l'espace et le temps, puis ensuite aussi la gauche et la droite, dont on va parler dans le prochain épisode. Mais pour aujourd'hui, donc l'espace et le temps. C'est pas le sujet le plus facile, là, mais faut l'aborder parce que ça nous permet d'avoir des lumières sur plein de choses quand même. On, euh, on- c'est super bien expliqué dans le livre de ton frère, The Language of Creation. Il passe peut-être au moins la moitié du livre, je pense, à comme utiliser ce symbolisme-là. Puis on peut le voir dès le début de la Genèse, même si on ne s'en rend pas compte toujours à la première lecture, là, parce que au début, comme on l'a déjà expliqué, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et qu'on a les structures de base ciel-terre dont on a déjà parlé, mais après ça, Dieu va créer la lumière, puis après ça, ça dit qu'il va appeler la lumière jour, il va appeler la noirceur nuit. Puis là, c'est là que le temps comme, apparaît dans la structure, parce qu'on a un cycle où les choses changent. Puis en général, ça va être ça l'idée de base de l'espace et du temps. L'espace, ça va être, disons, quand tu as une structure où le ciel et la terre se rencontrent de façon stable, quand tu as quelque chose qui ne change pas, puis le temps, ça ne sera pas, disons, le temps physique comme on en parle, je sais pas, d'une aiguille qui bouge de telle façon, là, à un intervalle régulier, c'est plutôt le fait qu'il y a du changement. Fait que, par exemple, quand Dieu va sortir, disons, va créer de la terre pour la séparer du reste de l'eau, ben ça, c'est une façon de créer de l'espace, créer quelque chose de stable. Alors qu'autour, quand tu restes dans l'eau, ben, tu as du changement, là, du potentiel, des choses qui varient. Puis là, il y a plusieurs niveaux dans lesquels on peut trouver cette relation-là entre l'espace et le temps dans la Genèse, dans la création. Tu sais, un qui est super proche de nous, c'est déjà dans l'humain en tant que tel. Là, on a cette structure-là où on a un côté de nous qui est stable, qui ne change pas, l'espace. Souvent, une façon claire de le voir, c'est nos os, en fait, notre squelette. La structure de base, c'est notre espace. Puis il y a aussi le temps qui est le changement dans nous, qui va être, par exemple, le sang qui circule, qui est une source de renouveau, de changement, tout ça. Puis c'est avec cet équilibre-là entre les deux qu'on réussit à être une personne en vie, là, qu'on a une balance entre l'espace et le temps qui est correct. Un autre, un autre aspect de l'espace et du temps, c'est de l'idée dans la jeunesse que tu dois avoir une période de repos, que tu dois laisser un genre de buffer de temps, là, que c'est pas possible d'avoir, disons, juste de l'espace, juste une structure, là, où pendant les 6 premiers jours, Dieu crée des choses. Puis après ça, il laisse comme un espace pour le temps, il laisse un moment de repos, de renouveau, comme le sommeil, en fait. Là, cette structure-là aussi dans notre vie. Là, un moment où on est, disons, debout, on est levé, on a une structure plus claire, versus quand on est couché, on dort la nuit, puis là, il y a du renouveau. On va être euh, comme régénéré physiquement, mais aussi, il se passe des trucs bizarres dans notre tête, on a des rêves, les trucs sont plus flous. Fait qu'il va y avoir cette structure-là qui est dans les premiers chapitres de la Genèse. Puis après ça, il y a plein de trucs intéressants qui continuent de se passer avec le temps et l'espace, avec la chute, puis après ça, comment ça va se résoudre dans l'incarnation. Mais avant que j'essaie de commencer à parler de la chute puis de Cain et Abel du temps, j'avais envie de voir, toi, Jonathan, c'était quoi mettons, les aspects que tu voyais d'espace et de temps directement dans la création, comme j'avais commencé à dire. Oui, c'est ça. Alors, l'important aussi de voir la relation entre l'espace et le temps, c'est qu'il y a comme il y a une relation directe entre les deux. C'est-à-dire que tu peux voir dans le temps, comment je peux dire, la transformation de l'espace, puis dans l'espace, tu peux voir quand tu bouges dans l'espace, on pourrait dire, là, tu vois la distribution du temps aussi. Puis ça, c'est important parce que ça peut nous aider à comprendre des analogies qui entre le temps et l'espace et dans la création et après dans la réalité, disons. Euh, Fait que tu peux imaginer que surtout dans la création, tu as comme un cycle. Les 6 jours de la création sont un cycle d'établissement de l'espace. Okay? Mais ça se fait dans le temps. C'est comme un genre de voyage qui se passe surtout. C'est comme un voyage qui se dirait qui est quasiment à l'envers de la chute. Là.
Alors, on commence dans le chaos ou dans la séparation entre le ciel et la terre. Puis là, dans le cycle de temps qui bouge vers le 6e jour, on a comme un mouvement vers le centre de la réalité qui est l'être humain, qui est comme la conscience humaine. Puis là, après ça, il y a aussi la notion du 7e jour qui est le repos ou on peut le comprendre comme la partie du cycle qui n'est pas intégrée, mais on peut aussi comprendre la partie de l'espace qui n'est pas intégrée aussi. Mais c'est comme dans cette version-là, c'est intéressant, c'est comme un peu à l'envers, où tu pourrais penser qu'à la fin, quand Dieu crée l'homme, il dit à Adam de nommer les animaux puis de dominer le reste de la terre. Fait qu'il y a la notion qu'il y a une partie de la terre qui est encore dans le chaos, si on veut, qui est encore un peu cette espèce de chaos-là primordial qui est là au début. Puis, en même temps, après ça, c'est là que Dieu va se reposer. Fait que la notion de repos est reliée à cette notion-là de l'espace, ou la fin de l'espace, on pourrait dire, l'endroit où l'espace se défait. Fait qu'on voit ça tout de suite là, au début dans la Genèse, cette espèce de relation-là entre l'espace hiérarchique puis le résidu qui reste là, puis disons, un temps compté ou un temps nommé, un temps qui est comme un cycle hiérarchique aussi, dans le fond, auquel il reste toujours un résidu qui fait pas partie qui fait pas partie de ce qui est calculé, disons, dans les jours de travail. C'est peut-être la meilleure façon de le comprendre. Là. La différence entre le travail et le repos, la différence entre l'espace de l'identité, puis après ça, ce qui reste à l'extérieur de cette identité-là. Une façon de le comprendre, parce que c'est juste, les gens vont peut-être se demander pourquoi que je parle de ça comme ça. C'est qu'après ça, on va saisir que tout le travail qu'on fait a toujours un peu cette structure-là. Fait que tu peux imaginer, par exemple, quelqu'un qui travaille le métal, disons. Okay? Alors, quelqu'un qui est un... comment on appelle ça? Quelqu'un qui fait de la métallurgie. Un métallurgiste ou un ingénieur? Oui, c'est ça, ou un blacksmith, on dit en anglais. Là. Un forgeron. Un forgeron. Fait que, le forgeron, il prend un espèce de métal chaotique. Il prend ce qui est dans la terre qui est un peu chaotique. Puis là, il va le travailler pour lui donner une forme, pour unir son idée de je ne sais pas moi, une épée qu'il va faire. Puis la matière brute qui est le métal qu'il trouve dans la terre. Fait que là, il va travailler. En travaillant, il va créer un objet qui unit le ciel et la terre, mais en faisant ça, il va réaliser qu'il y a aussi un résidu à son processus. C'est-à-dire, il va rester des petits morceaux de métal qui sont comme qui sont un résidu de son travail. Puis ces morceaux de métal-là qui sont résiduels ne pourront pas être intégrés dans l'épée. Puis c'est ça, c'est comme le résidu de toute forme de travail. Si n'importe quoi que tu vas créer, si tu fais une table, tu vas prendre du bois, tu vas faire la table, mais à la fin, ce que tu as sablé, ce que tu as coupé, il va y avoir plein de résidus qui vont rester de ton travail qui ne pourront pas être intégrés dans la table. Puis ça, c'est vraiment la compréhension normale entre et le temps et l'espace, puis comment que quand ces choses-là viennent ensemble pour créer des identités, il y a comme un effet secondaire de ça qui est ce résidu-là. Puis c'est relié avec le sabbat, qui est l'idée de dire ces choses-là, d'une certaine façon, il ne faut pas que tu essaies de les intégrer. Il faut que tu les laisses. Il faut comme que tu les laisses un peu exister comme un chaos sur le bord de la réalité. Puis sinon, si tu essaies de les intégrer, tu vas avoir un sérieux problème. Alors, un exemple vraiment marquant de ça, c'est dans la Bible, il y en a plein d'exemples de ça. Un exemple marquant de ça, c'est que ce que Dieu dit par rapport au sabbat, c'est-à-dire tu travailles 6 jours, tu laisses un jour de repos, bien, il le représente dans l'espace par rapport à l'idée de si tu fais un champ, tu fais un espace où tu vas semer la nourriture, bien là, quand tu vas récolter la nourriture, tu dois laisser les coins non récoltés. Il ne faut pas que tu récoltes les coins. Ça, les gens disent, c'est quoi le rapport? Pourquoi faut que tu fasses ça? Mais c'est ça, c'est que tu laisses les coins à l'étranger. OK? Tu laisses les coins à celui qui ne fait pas partie de ton identité. Alors, il faut que tu laisses une frange au bord de l'espace. Cette frange-là est reliée à l'idée de repos, de laisser toujours une espèce d'espace chaotique entre les identités. Il y a plein d'exemples de ça qui ne sont même pas dans la Bible. Par exemple, les gens dans les pays, si tu fais un tapis turc ou un tapis afghan, au bout du tapis, ils vont mettre des nœuds pour attacher les fils ensemble, mais après le nœud, ils vont laisser une frange sur le tapis.
Cette frange-là, même si tu regardes des gens qui parlent du symbolisme des tapis, est reliée à cette notion-là qu'il faut que tu laisses au bout de n'importe quel espace, au bout, il faut que tu laisses une espèce d'espace marginal qui n'est pas compté, là, qui n'est pas calculé. Ouais. Puis on le voit dans notre vie de tous les jours, là, où les gens vont dormir pour ne pas mourir. Si tu ne dors pas, à un moment donné, tu vas avoir d'autres problèmes. Là. Par exemple, il y a plein d'études qui sortent ces temps-ci, là, comme quoi, si tu ne dors pas assez, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes comme l'Alzheimer ou de la démence, des choses comme ça. Si tu ne laisses pas ton corps, ton cerveau se reposer, ben, il va s'user, puis là, tu vas avoir un gros problème plus tard. Il faut que tu laisses des remains. Faut que tu laisses des restes, Oui, justement. mais c'est super Puis, important. Ça a une application qui est très importante en ce moment. Un exemple qui se passe en ce moment que les gens commencent à réaliser, c'est que, par exemple, dans le monde de la gestion organisationnelle, dans la logistique, on a beaucoup prôné l'efficacité depuis, disons, quelques décennies, où on sait que, disons, par exemple, un entrepôt, ça coûte cher, où tu vas stocker tes choses. On sait que le problème d'avoir des choses qui ne sont pas en mouvement, qui ne sont pas toujours en train de se faire échanger, qui vont juste rester là puis attendre, bien, ce problème-là, ça coûte cher. Fait que, ils ont prôné l'efficacité où les livraisons se font juste à temps, tous les mouvements se font juste à temps. Dans les magasins, il y a juste assez de marchandises. Les employés, il y en a juste assez. Il n'y a, pas de place pour, disons, il n'y a pas de gras sur le système. ouais. Puis là, à cause de ça, ben, les compagnies ils font plus d'argent parce que il n'y a pas d'employés qui sont là à rien faire, il n'y a pas d'objets dans les entrepôts qui sont là à rien faire. Puis avec la technologie, on a réussi à créer des systèmes extra minces, très lean, qu'on dit en anglais, Mhm. où il n'y a pas de gras. Mais là, ils sont en train de réaliser, avec la COVID, mais avec d'autres raisons, ils sont en train de réagir jusqu'à quel point ces systèmes-là sont fragiles. Parce Mhm. qu'en fait, pour que la réalité fonctionne normalement, il faut laisser du gras. Il faut carrément avoir des gens qui sont là à rien faire. Il faut avoir Mhm. toute cette espèce d'affaire-là qu'on voit comme étant mauvais, disons, dans un système efficace. Si tu n'as pas ça, comme tu disais, tu accumules tes problèmes. Le système va fonctionner, puis à un moment donné, quand il va éclater solide. Là. Ça va vraiment T'as plus de briser. potentiel. Parce T'as qu'il n'y a plus plus de aucun potentiel. potentiel. Ouais. Exactement. Tu n'as pas de potentiel dans lequel tu peux aller chercher plus d'identité, disons. Là. Ouais. Puis, OK, c'est bon. Là, on a l'idée de base, puis j'ai envie de parler de comment, justement, là, on vient de parler à quel point c'est important que cette balance-là entre le temps et l'espace fonctionne bien, entre la structure puis le potentiel qu'on laisse autour de la structure. Puis, dans la Genèse, on avait une situation où ça fonctionnait bien. Où, on a parlé de Dieu crée le ciel et la terre, ensuite crée la journée, la nuit, il crée l'endroit où Adam et Ève vivent, le jardin, puis il y a l'idée que l'océan ou la terre beaucoup plus loin, le potentiel reste autour. Il y a aussi dans le jardin, tu as l'arbre, une structure stable, puis c'est une bonne façon de représenter l'espace, un arbre, là, parce que tu as une structure qui s'étend, là, une structure qui s'étend qui s'étend de façon fractale dans ses racines, aussi dans ses branches. Puis c'est comme le centre, l'axe autour duquel les trucs tournent dans la Genèse. Puis tu as même le serpent qui tourne autour, l'idée que tu as du temps autour, là, une source de changement qui tourne autour. C'est tant que le serpent reste à terre, il n'y a pas de problème. Là. Le problème arrive quand tu vas rompre cette harmonie-là qu'il y avait entre le temps et l'espace dans la Genèse. Puis là, ça fait un paquet de problèmes où, disons, juste un excès d'espace, là, probablement. Je serais curieux de voir comment toi tu l'exprimes, mais l'idée que Ève essaie d'aller trop loin dans, dans l'espace tout de suite, disons, d'essayer d'être complète, là, d'avoir tout de suite la connaissance du bien et du mal. Alors que, les pères de l'Église vont dire qu'éventuellement Adam aurait eu cette connaissance-là s'il avait juste été prêt à attendre. Mais là, en essayant d'accéder tout de suite à ça, en essayant d'avoir tout de suite accès à la complétude, disons, Mhm. ben, ça fait qu'il n'y a plus assez de place pour le changement. Puis là, ils rendent compte, ben, le changement arrive comme tout de suite. Là, tout d'un coup, leurs yeux vont tomber. Puis tu peux même voir, ben, il y a plein de façons de le voir là, à plein de niveaux, là, où ils vont mourir, la relation entre leur structure puis leur potentiel ne fonctionne plus. Adam et Ève vont mourir. Il y a un problème entre Adam et Ève aussi, parce qu'on peut voir le temps et l'espace aussi comme le masculin et le féminin. Là. C'est peut-être un peu moins fort comme association qu'on parle du ciel et de la terre, mais tu as quand même l'idée que Adam, ça va être
la structure, entre autres, quand il nomme les animaux, là, il établit une structure stable. Il va aussi l'idée dans la reproduction que c'est comme l'homme qui donne la semence, la graine qui va s'étendre comme qui va étendre la stabilité dans un corps, dans un potentiel. Puis de l'autre côté, tu as l'idée que Ève, c'est comme la source de changement, c'est elle qui est associée aussi, ben, elle a fait comme s'endormir Adam pour venir au monde. T'as l'idée que le changement, comme un petit peu Oui. ouais, La temps. c'est comme une petite mort. Ouais. C'est assez, ce symbolisme-là dans Genèse est assez fascinant, là. C'est comme si même il y a comme un petit symbolisme de la mort qui est intégré même dans le jardin, là. Même si ce n'est pas la mort comme telle, mais ça a Mhm. une analogie certainement avec la mort. Ouais. Puis aussi, tu sais, dans la reproduction, le fait qu'il y a quelque chose de cyclique là, dans le cycle justement des femmes, le cycle d'Ève, là, quelque chose qui Mm. revient, alors que pour l'homme, c'est tout le temps pareil, là, tout le temps la même structure. Pour la femme, il y a des changements. Fait que, tu sais, souvent, la femme va être associée plus côté temps, côté changement, puis l'homme plus du côté espace. Mais avec la chute, ben, cette harmonie-là est comme brisée. Ça ne fonctionne plus comme il faut entre l'homme et la femme. Euh, puis après ça, ben, t'as la chute aussi, là, l'idée que Adam vont comme tomber dans le temps, là, il y a plein de changements, fait qu'ils descendent de la montagne, ils ne sont plus au sommet de la structure, disons, fait qu'ils descendent. Oui. Avant de parler de Cain et Abel, je serais curieux de voir si tu avais quelque chose à ajouter sur cet aspect-là. Ben, c'est ça. C'est que une des façons de comprendre aussi, disons, la relation entre le temps et l'espace, c'est de comprendre la notion de voyager dans l'espace, puis comment que ça manifeste le temps, disons. Alors, quand tu pars du centre d'un espace, tu sais, l'endroit qui donne la raison à l'espace, puis là, tu t'en vas tu t'éloignes de ce centre-là, c'est là que tu commences à avoir une expérience du temps, le temps comme, genre, comme une transformation. Parce que la force de l'identité qui donne l'espace, ça va diminuer plus que tu t'éloignes. Puis là, tu vas commencer à sentir, tu vas devenir ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme l'esclave du temps, d'une certaine façon. Parce que tout d'un coup, c'est comme si tu te soumets jusqu'à un certain point, mais ce n'est pas nécessairement ça. Mais c'est ça qui arrive en tout cas dans la chute. Tu te soumets à la chose qui est comme pas toi, finalement. Mhm. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça t'aspire, ça change ça diminue l'effet de ton identité, puis ça va amener une sorte de transformation. D'une certaine façon, ça, c'est ni positif ni négatif. Ça peut être positif. Un exemple positif de ça, c'est le baptême. Tu sais, le baptême, c'est comme un exemple positif d'un renversement du symbolisme de la chute où on t'amène dans la mort, dans la transformation, dans le temps, pour que tu sois renouvelé. Puis là, après ça, tu sors comme une nouvelle créature. Parce que si tu restes, disons, dans une mauvaise identité, ben, tu peux rester dans une bonne identité. Par exemple, un exemple qui est vraiment clair, c'est dans le jardin. C'est que si tu es dans le jardin, puis tu restes là, tu restes autour, proche de ce qui est comme la lumière, puis qui te donne ton identité de façon positive, mais ça peut être vraiment bien. Mais il y a des parodies de tout ça. Il y a comme des fausses identités qui peuvent avoir un pouvoir sur toi. Puis à ce moment-là, ça, il faut que tu les défasses. Puis là, il faut que tu descendes dans la mort. Il faut que tu descendes faut que tu brises les mauvaises habitudes. Un exemple, c'est disons un alcoolique. S'il veut sortir de sa fausse identité, de son faux espace dans lequel il est, bien là, il faut carrément qu'il brise ses liens à cette affaire-là. Il descend dans la mort, c'est très souffrant. Tu vas être obligé de te transformer pour ensuite revenir dans un. Ça peut être vu comme le genre de cycle là, de partir du centre, d'aller vers la périphérie, d'accepter une transformation cyclique dans le temps, puis après ça, de revenir dans un espace. Mais tu peux aussi être pris dans le cycle, une espèce de cycle de temps Mhm. Ouais. qui est comme une sorte comment je peux dire? Saint-Grégoire de Nice, il parle souvent de dire qu'on est des animaux qui sont attachés à une meule, tu sais, comme qui font tourner une meule, fait qu'on on est attaché, puis on tourne autour d'un axe, comme ça, puis on fait juste tourner dans nos mêmes problèmes, puis on n'arrive pas à les briser parce qu'on est comme esclave du temps. On n'arrive pas à transcender cette espèce de Mhm. cycle néfaste-là là, de temps. Là. Ouais. Même que le temps va s'accélérer, là, puis c'est pour ça que j'avais envie de comme, ramener ça à nous en parlant de Cain et Abel, là, parce qu'on on va avoir accès à
une compréhension de pourquoi on trouve que le temps s'accélère autant là, dans nos vies de tous les jours. Là, pourquoi est-ce que les choses vont plus vite, puis on dirait qu'ils font juste continuer d'aller de plus en plus vite. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'on voit dans la relation entre Cain et Abel là-dessus. Là. Après la chute d'Adam et Ève, ils vont éventuellement avoir les deux enfants, Cain et Abel. Puis ils ont deux types de comportements qui vont être associés, un avec l'espace, l'autre avec le temps. Fait que Cain est un fermier, fait que c'est un agriculteur, il reste à un endroit stable, c'est comme l'espace, là. C'est une structure, quelqu'un qui ne bouge pas. Abel, au contraire, est un nomade. Il y a des bêtes qui fait pâturer. Fait que tu as l'idée que c'est le temps, là, c'est le changement, là, quelqu'un qui se déplace. Puis, ben, ce qui va se passer dans l'histoire, c'est que Cain va tuer Abel. Puis tu as l'idée que l'espace va essayer de prendre la place du temps. L'espace va comme tuer le temps pour s'étendre. Puis c'est ça qui s'est passé historiquement, là, où il n'y en a plus de nomades aujourd'hui. Oui. Les peuples sédentaires ont pris toute la place progressivement, puis là, il n'en reste plus aucun nomade aujourd'hui. Puis après ça, les descendants de. En fait, c'est Cain qui va créer la première ville, puis ses Ouais. descendants font de la technologie après. Là. C'est exactement ça qui continue. C'est l'idée que les structures continuent de s'étendre là, dans l'espace, continuent de faire des structures plus complexes avec des villes, la technologie, puis tout ça. Puis ça fait toujours comme essayer de repousser le rôle naturel du temps là, du nomade. Fait que là, ça va faire que c'est comme si le temps, il est progressivement éloigné, puis il doit juste comme s'accélérer pour compenser. Là. Ça fait où les choses vont de plus en plus vite, puis ça a juste continué de faire ça. Aujourd'hui, on est à un point où il y a pratiquement, on le voit full bien avec la COVID, là, pratiquement plus d'espace. Là. Les gens vont même pas se déplacer vraiment d'une ville à l'autre puis tout, mais c'est pas grave parce que tout se fait par Zoom comme on est en train de faire. Là. Tu peux tout acheter par Internet, tu es comme immédiatement proche de tout le monde, mais ça fait aussi qu'il y a comme plus d'espace normal pour le temps. Puis là, le temps fait qu'il va super vite. On n'a plus comme aucune distinction dans nos semaines, dans nos journées. Les gens le sentent, les gens marchent plus vite qu'avant. Il y a plein de symptômes qui nous montrent qu'on a comme continué cette chute-là où non seulement, disons, la conscience du temps est apparue de façon négative immédiatement avec la chute, mais on a juste tout le temps continué dans cette direction-là. Puis aujourd'hui, le temps va plus vite que jamais. Oui, mais c'est difficile de penser à ce qui se passe parce que moi, la façon dont je le comprends le mieux, c'est de penser qu'il y a comme un déséquilibre, disons, entre le temps et l'espace, puis on voit les extrêmes des deux qui se manifestent en même temps. Fait que comme tu dis, d'un côté, on a comme on a des structures qui essayent d'éliminer le changement naturel. Tu sais. Par exemple, on a des lumières électriques. On pourrait vivre, tu sais, l'espèce d'expérience normale qu'on a du changement des saisons, tu sais, à cause qu'on a du chauffage, on a toutes plein de façons de pallier, disons, au changement naturel. C'est comme un espace qui essaie de garder toujours sa stabilité puis de grandir et tout. C'est ça qui est fascinant parce que souvent, quand j'entends les gens qui pensent que par la technologie puis par des systèmes des systèmes vraiment solides, on va arriver à régler le problème de l'environnement. Les gens, ils ne saisissent pas. Tu sais, que le problème de l'environnement, c'est un problème qui est vraiment profond. C'est vraiment un problème de façon de penser qui, même si c'est comme tu peux vouloir ce que tu veux, mais quand tu embarques dans un certain processus où l'espace, ou disons l'identité, la technologie, le genre de stabilité devient de plus en plus forte, ça va juste arriver tout seul qu'on va avoir tendance à vouloir avaler les espaces non, comment je peux dire, les espaces qui sont pas, qui n'ont pas de nom. C'est les espaces qui sont encore vagues. Fait que, l'idée qu'on va sauver l'environnement en mettant des tags sur les animaux puis en les suivant partout, c'est comme non, ça ne marche pas de même. Ça va faire le contraire. Même si tu penses que tu vas aider les animaux en faisant ça, en fait, c'est comme tu vas faire le contraire parce que tu essaies de les rentrer dans ton système. Ça va avoir tendance à les. Disons, ça va avoir tendance à avoir un effet secondaire, même si tu n'y penses pas. Mais ça, ce que je voulais arriver, c'est que c'est difficile parce que d'un côté, on a comme une espèce d'obsession avec comment je faisais une obsession avec des systèmes extrêmement stables, extrêmement cohérents. Puis en même temps, on est obsédé par le changement. On est complètement obsédé par le changement. Fait que, tu sais, l'idée de la mode, c'est vraiment une idée d'une sorte de tyrannie du temps où on crée des objets qui sont exprès. On sait que ces objets-là vont devenir désuets pour aucune raison à part qu'ils sont faits dans un certain temps.
Fait qu'on s'habille d'une certaine façon, puis là, on a des modes où là, tout d'un coup, à un moment donné, ça devient inacceptable de porter des vêtements qui ont été faits il y a tant d'années parce que là, c'est plus dans le temps. Fait que ce genre de temps, de soumission vicieuse au temps, puis en même temps, une sorte de soumission vicieuse à des systèmes d'espace extrêmement tyranniques, ça montre qu'en fait, ce qu'on a, c'est comme un genre de déchirement entre le temps et l'espace, puis qui fait ce qui fait qu'à un moment donné, il y a comme une accélération du temps, puis en même temps, une sorte de saturation de l'espace. Puis c'est ça, les deux, ils s'en vont vers un genre d'éclatement, là, parce que le temps ne peut pas continuer d'accélérer comme ça. On le voit bien. Là, les niveaux de suicide augmentent, les gens ils font des burn-out, sont déprimés, ils sont sur les médicaments parce que le temps accélère. Puis en même temps, il y a comme un. C'est ça, le fait qu'on ne se laisse pas aller au cycle normal, qu'on n'a pas besoin de dormir la nuit parce que de toute façon, tu peux t'asseoir à ton ordi puis allumer les lumières puis tu ne saurais jamais que c'est la nuit. Tout ça, ça crée c'est ça, ça crée un des déséquilibres qu'on a dans notre société. Oui. Puis, en parlant d'oscillation, c'est pas comme s'il y avait eu la trajectoire directe, disons, de la chute jusqu'à aujourd'hui où le temps avait juste tout le temps été dans la même direction. Là. Il y a aussi eu le déluge, là, où après cet excès de solidification-là, cet excès de structure qu'il y a eu après la chute avec les descendants de Cain, ben, il est arrivé aussi un déluge là, où le temps a comme pris sa revanche, là, où les choses sont juste retournées au potentiel. Là. C'est maintenant, c'est comme le plus gros changement. Là. On détruit tout, puis il reste juste Noé et sa famille, puis on va recommencer l'espace après à partir de Noé et sa famille, justement. Oui. Puis, mais il y a un lien entre les deux. Puis c'est ça, c'est un peu la réalité des vêtements de peau, là, l'espèce de vacillation dans les vêtements de peau qui a amené vers ce chaos-là. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans nos podcasts en français jusqu'à maintenant, mais il y a comme une sorte de. Je pense pas. Il y a comme un aspect vraiment étrange dans l'histoire de Caïn, qui est que quand Caïn tue Abel, ça dit que Caïn devient un vagabond qui va errer dans le monde. Fait que là, il est comme totalement esclave du temps. Là, totalement. Mais puis après, ça dit que c'est lui qui a fondé la première ville. Là, tu dis, comment c'est possible que ces deux extrêmes-là dans la même personne? Mais c'est parce que c'est ça, la vacillation. Puis tu le vois dans l'histoire de la Tour de Babel, c'est comme un super bon exemple où tu le vois très proche. Les gens ils ont peur du déluge. Ils font une tour pour s'élever au-dessus du déluge. Ils se disent, OK, on n'a plus de problème, on ne sera plus. Puis de faire ça, de vouloir totalement tout contenir dans un espace, puis de faire une structure d'espace, puis de technologie, puis de civilisation qui est totale, bien, ça l'amène à une explosion, puis une fragmentation qui fait que plus personne ne se comprend, puis ça l'éclate, disons. Fait que c'est comme tu peux le voir dans une petite histoire, le problème du déséquilibre entre les deux. Puis, l'équilibre, elle se retrouve dans quelque chose comme le temple, le tabernacle dans l'Ancien Testament, où il y a comme un genre de cycle de sacrifices qui sont liés à un espace stable sacré, où tu as comme un espace sacré, tu as un temps sacré, puis il y a une relation entre les deux, la notion que il y a des fêtes, puis ces fêtes-là sont reliées à des sacrifices qui sont reliés au temple. Puis bien sûr, pour nous, cet équilibre-là se retrouve dans la vie liturgique, c'est-à-dire un espace sacré, l'Église, puis une façon de marquer le temps. À chaque semaine, il y a un jour où tu vas à l'Église. Il y a comme une notion que le temps il est marqué, puis il ne commence pas à débouler parce qu'on a des célébrations qui nous rappellent où ce qu'on est. Ces célébrations-là sont liées aussi avec une genre de stabilité de l'espace dans l'Église. Oui, c'est ça. L'année liturgique, c'est une genre d'arche là, où le temps et l'espace sont ordonnés de façon cohérente, là, comme dans le jardin, en fait. Puis c'est là que je m'en allais aussi là, vers la solution, là, parce que comment est-ce que. Jusqu'à là, c'est ça qu'on a fait là, avec les problèmes. On a montré quelques structures symboliques, comment ils ont été rompus pratiquement à cause de la chute, puis après ça, comment dans l'incarnation, ça a été réglé. Puis donc là, j'avais envie d'expliquer c'est quoi la solution qu'il y avait au problème de la rupture entre l'espace et le temps dans l'incarnation. Puis j'avais l'impression que c'est comme si dans l'incarnation, Jésus va avoir les deux rôles, là, où d'un, il va causer le déluge, il va comme être l'épée qui divise toutes les gens, qui cause la fragmentation, mais il y a aussi l'arche qui va
permettre aux gens comme de reconstruire une fois que le déluge va être terminé. Fait que, d'un côté, c'est une grosse source de changement, là. Il va, en 3 ans, il va monter pratiquement tout le monde contre lui. Il va avoir plein de gens qui le suivent, plein de gens qui essaient d'une direction vers l'autre, plein de gens qui sont en comme conflit politique, qui décident de s'allier contre lui. Il y a plein de choses qui vont changer à cause de ce qu'il fait. Puis de l'autre côté, en même temps, il est en train de comme se créer une arche avec ses disciples. Là. Il est en train de rassembler comme un tout petit groupe de personnes, puis de les former de façon stable pour qu'après, une fois que le déluge va être fait, ben, il va y avoir un endroit pour recommencer. Fait que là, ça, c'était avant. Il ne Donc, faut pas oublier que Jérusalem allait être détruite. Ça, c'est quelque ouais. chose qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de l'histoire de Jésus. Là. Que non seulement Jérusalem allait être détruite, mais que tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament allait terminer et qu'il n'allait plus jamais revenir. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le système qui est décrit dans l'Ancien Testament, le système qui stabilisait l'espace et le temps ensemble, le système sacrificiel, il est fini, il n'existe plus jusqu'à aujourd'hui. Et puis le Christ, il a amené comme une nouvelle façon de stabiliser le temps et l'espace, qui est basée aussi sur l'ancienne, qui est comme une genre qui ramène tout ensemble, mais qui universalise cette possibilité-là. Mais je pense que c'est important aussi pour les gens, parce que, tu sais, peut-être on fait un gros saut pour les gens, là, parce qu'ils ont de la difficulté à saisir. C'est quand on leur dit, OK, dans le fond, la chose qui va stabiliser le temps et l'espace, c'est genre aller à l'église. OK, les gens ont dit, OK, ouais, c'est bon, tu essaies de me convaincre de ton truc, mais c'est très important de saisir la raison pourquoi on dit ça, et la raison pourquoi on parle de la notion de rituel est une stabilisation du temps. Okay? Puis ça, tu peux le voir dans ta vie. Surtout aujourd'hui, les gens peuvent s'en rendre compte que quand ils laissent aller leur vie, quand on laisse aller les choses, puis on n'a pas d'horaire stable, vous pouvez voir ce que ça fait sur vous. Là. Vous pouvez voir qu'à un moment donné, là, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Tu es complètement déréglé au niveau de même tes relations avec les autres. Tu te couches super tard, tu te lèves super tard, tu n'as plus de cycle normal au niveau de ton sommeil. Tu manges n'importe quand, tu n'as pas de cycle normal au niveau de ta nourriture. Puis là, à un moment donné, tu deviens complètement déréglé. Puis ça, tu le vis psychologiquement. Tu peux le vivre psychologiquement, tu le vis dans tes relations. Parce que si tu es déréglé, disons que tu vis dans une famille, puis là, tu es déréglé de ton cycle normal, bien, tu vas être déséquilibré par rapport aux autres aussi. Tu ne vas pas manger en même temps que les autres. On ne sera pas capable d'être ensemble parce que toi, tu dors pendant que l'autre est réveillé. Tu vas complètement défaire le tissu social si tu n'as pas une sorte de discipline dans le temps, disons. Okay? C'est la même chose par rapport à l'espace. Si tu n'as pas une discipline ou un rituel dans l'espace, tu vas avoir le même problème. Si tout est à l'envers chez vous, tu ne sais pas où trouver les choses, c'est le chaos, c'est l'enfer. En plus, si tu vis avec des gens, c'est encore pire, ça va être source de conflit parce qu'il n'y aura pas une stabilité dans l'espace. Ton espace va être totalement n'importe quoi. Fait qu'on peut le voir que la ritualisation de l'espace, la ritualisation du temps, c'est quelque chose qui va stabiliser ton monde, juste au niveau personnel. Fait ce qu'on dit, ce n'est pas totalement arbitraire, mais quand on dit que la vie liturgique, ça fait ça à un autre niveau, c'est parce que tu n'es pas tout seul non plus. Si on veut qu'une société puisse exister ensemble, bien, il faut avoir un autre niveau plus haut de stabilisation du temps et de l'espace qui fait qu'on peut exister à un niveau plus haut que juste toi dans ton appartement. Toi, dans ton appartement, c'est sûr que tu as besoin de trouver cet équilibre-là, mais il faut aussi qu'on arrive à trouver cet équilibre-là à des niveaux plus élevés. Puis ce qu'on voit, c'est que plus qu'on s'éloigne de l'espace rituel puis du temps rituel, c'est-à-dire moins qu'on célèbre les fêtes ensemble, à la limite, avant, disons, nos ancêtres, là, il y avait des fêtes constamment. Là. C'est ça qu'on ne s'en rappelle plus, on ne le sait pas. Mais toutes les fêtes liturgiques, nous, maintenant, il nous reste la fête nationale du Québec. Avant, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Là, on l'appelle la fête nationale. Mais je vous avertis, là, c'est en déclin cette affaire-là. Là. Même ça va être en déclin. Il ne reste presque plus rien qu'on célèbre ensemble au niveau du temps. Puis au niveau de l'espace, on n'a plus d'endroit où on peut reconnaître qu'on est ensemble. Il y en a presque plus. Avant, il y avait des places publiques, il y avait des églises comme étant l'endroit ultime où on se rencontrait ensemble, puis ça donnait une identité à notre espace.
La dernière chose qui reste de ça, je vous dis, là, c'est comme la place des spectacles à Montréal. C'est le seul endroit qui reste. Cet endroit-là, c'est une célébration du divertissement, puis des shows, puis des spectacles. Comment je peux dire? C'est le résidu d'un espace central, mais ça ne peut pas soutenir une société. Une société ne peut pas être basée sur le divertissement parce que le divertissement ne lui donne pas de participation et d'identité. Fait que quand on parle de ça comme l'espace liturgique comme étant la solution à notre problème, ce n'est pas juste une sorte de nostalgie pour le passé ou juste une espèce de désir d'amener notre affaire religieuse, mais c'est de comprendre comment même ton expérience personnelle dans ton appartement fonctionne et de saisir qu'il faut qu'il y ait des niveaux plus hauts que ça pour qu'on puisse exister en tant que société. Ouais. Désolé pour le petit speech. Parce que c'est bon. les choses sont dures à comprendre. Je peux saisir que les gens ils peuvent trouver que ça a l'air arbitraire à première vue. Là. Ben, je pense que ça a pas mal tout couvert, en fait, parce que c'est super intéressant comme le contraste avec la COVID, là, parce qu'on n'a jamais été aussi plat au niveau de notre espace, puis au niveau du temps, ça n'a jamais été aussi confus non plus, là, où les gens sont toujours chez eux. Avant, au moins, les gens se rassemblaient au bureau, par exemple, c'était comme c'est ce qui leur restait de participation, puis des fois, les spectacles, comme tu dis, mais à ce temps, on reste chez nous, puis même pour le temps, comme je connais plein de gens qui ont eu cette expérience-là où, parce que disons, tu n'as plus de distinction claire entre, OK, ben mettons, là, je suis au bureau ou là, je suis chez moi. Ben, les gens, comme ils travaillent tout le temps chez eux, puis là, tu te mets à faire un peu tout n'importe quand. Tu dis, je vais aller faire une brassée, je vais prendre tel moment pour dîner. Fait que là, tu viens un moment où tu n'es même plus capable de penser ce que tu es censé penser. Tu es en train de penser au travail quand tu manges avec ta famille, tu es en train de penser à comme, la discussion que tu vas avoir ce soir avec telle personne pendant que tu es en train de travailler. Puis là, tu sens comme que ton esprit est juste comme tout le temps super vite en train de sauter d'une chose à l'autre parce que tu as perdu une hiérarchie temporelle dans ta psychologie, puis tu n'as plus vraiment de lieu, tout est plat. Il y a le philosophe canadien Charles Taylor, il y a une super bonne terminologie pour parler de ça. Il parlait de temps élevé. L'idée que il y a une hiérarchie temporelle, là, puis un exemple concret où les gens peuvent le sentir, là, c'est quand tu écoutes de la musique, là, parce que si tu essaies de porter attention juste à ce qui se passe à chaque note pendant que tu écoutes une chanson, tu n'identifieras pas la chanson. Là. Ça va être juste, tu vas entendre des notes individuelles, mais tu n'auras pas de sens de la chanson globale. Pour avoir un sens de la chanson globale, il faut que tu te retires un petit peu plus haut dans le temps, puis tu vas réussir à percevoir, OK, il y a cette mélodie-là à ce moment-là, telle autre mélodie à tel autre moment, puis globalement, dans ta conscience, tu vas être capable de voir, OK, maintenant, comme je ressens ce que je suis censé ressentir, je perçois ce que je suis censé recevoir, je perçois ce que je suis censé percevoir de la mélodie, mais c'est parce que tu as réussi à t'élever du temps. Tu n'es pas pris au niveau juste de la multiplicité, mais les gens, quand ils ont une année liturgique, par exemple, ben, sont capables d'avoir ça, mais à l'échelle pas juste d'une chanson qu'ils écoutent, mais à l'échelle de leur année. Il y a l'idée que quand tu regardes ton année liturgique, il y a des moments qui sont plus marquants, des sommets, les notes les plus importantes de ta symphonie, là, qui sont en fait les plus proches, puis qui donnent le sens à tout le reste des notes dans la symphonie, comme par exemple, ça va être Pâques ou Noël. Il y a des dates comme ça, des fêtes majeures qui vont ponctuer ton année, qui vont faire que toute ton année, c'est une symphonie cohérente au lieu d'être une multiplicité comme on la vit aujourd'hui. Puis, ça donne une vraie solution. Tu sais, toutes les cultures avaient des structures cohérentes comme ça pour pouvoir cohérer, pour pouvoir vivre à leur grande échelle. Mais tu sais, là, j'ai pris l'exemple précis de Jésus tantôt, savoir comment est-ce qu'il réglait le problème dans Rome à son époque. Ben, de un, il faut qu'il pointe les problèmes qui sont autour de lui. Fait que là, ça fait que le système va s'auto-détruire. Puis aussi, il faut qu'il plante les graines pour la prochaine structure qui va arriver après. Il faut qu'il y ait déjà des événements marquants qui vont pouvoir constituer une année liturgique après, une fois que la destruction va être accomplie. Fait qu'il fait d'un commencer le déluge, puis après ça, il y a aussi l'arche qui va pouvoir recréer une structure ensuite. En effet. Puis les gens, il y a il y a assez de résidus, là, tu sais, d'un coup, ça me venait à l'esprit. Il y a assez de résidus de l'année liturgique aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ce que ça faisait, disons. Tu sais, comme un exemple auquel je pense qu'il pourrait sembler vraiment bizarre aux gens, c'est genre les vacances de la construction. Tu sais, là, au Québec, nous, on a les vacances de la construction. Fait que là, on sait qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui travaillent vers les vacances de la construction. Là, tout d'un coup, toute la réalité commence à s'enligner autour des vacances de la construction. On sait que, ben là,
je ne vais pas commencer tel truc là parce que de toute façon, il y a les vacances de la construction. Puis là, ça, je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a les vacances de la construction. Fait que là, tout d'un coup, même les gens qui ne sont pas dans la construction réalisent qu'ils doivent ajuster leur réalité par rapport à cette espèce d'affaire-là qui s'en vient, qui unit tout le monde ensemble. C'est pas tout le monde, mais ça force les gens à aller vers quelque chose qu'on sait qui s'en vient, qui va changer la réalité. C'est arbitraire, c'est pas super intéressant, disons, comme de baser ton tissu social sur les vacances de construction. Il y a quelque chose mais tu peux comprendre que si tu enlignes ton monde vers une fête, là, on s'en va tous vers Noël, on le sent encore un petit peu, il reste des résidus de ça, mais que c'était vraiment quelque chose qui pouvait capter l'identité des gens, qui pouvait faire que les gens se préparent, tout le monde va faire à manger, on commence à regarder, on s'invite. Il y a comme une espèce de travail qui est fait. Ce travail-là, c'est un travail où on se reconnaît entre nous aussi, comme ayant quelque chose en commun. On se rencontre entre nous pour célébrer, pour manger ensemble, pour fêter, tout ça. Mais ça devient les hauts points qui peuvent unir la société. Mais si ces hauts points-là, ils ne sont pas dirigés plus haut que juste acheter des trucs puis manger ensemble, il faut qu'il y ait encore un niveau plus haut. Parce que sinon, même cette affaire-là qui est juste se rencontrer puis manger ensemble, il va tranquillement s'en aller. Puis de toute façon, on le voit que même, disons, l'idée de se rencontrer pour des fêtes, c'est de moins en moins quelque chose de crucial dans notre société. Puis on voit la fragmentation qui en est le résultat, disons. Là. Oui, à plus petite échelle, on avait le fait que pendant un bout de temps, au début des confinements COVID, on avait fermé les commerces le dimanche. Puis il y a plein de gens qui aimaient ça, en fait, parce que ça leur forçait à prendre un congé le dimanche, puis d'avoir fait tous leurs trucs à l'avance. Puis, tu sais, c'était super positif, les gens aimaient ça. Sauf que après ce qui est arrivé, une fois qu'on a commencé à réouvrir les trucs, ben, les gens, une fois qu'il n'y avait pas de raison plus élevée, pourquoi rien faire le dimanche, ben, ils ont juste recommencé. Puis les choses sont revenues comme avant, même s'ils aimaient mieux pour pouvoir faire des trucs le dimanche. Fait que, c'est ce mouvement-là vers la multiplicité, là, il arrête un petit peu des fois, puis on a des résidus, mais globalement, on n'est pas encore au point où on va flipper totalement. Là. Non, mais c'est vraiment, la façon que tu l'expliques, c'est super important, c'est super intéressant parce que, tu sais, un exemple, disons les fêtes des gens, tu sais, là, c'est un truc qui reste un peu d'aujourd'hui. Fait que là, tu dis, pourquoi qu'on fête la fête des gens? Pourquoi que je prendrais un temps pour célébrer cette personne-là? Je peux lui dire n'importe quand que je l'aime, je peux lui dire n'importe quand qu'elle est importante pour moi. Je n'ai pas besoin de faire un jour spécial pour cette fête-là. On se rencontre ensemble, on mange ensemble. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas important. Mais c'est ça, c'est que si tu ne le fais pas, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas un espèce de moment marqué qui est marqué pour une raison claire, puis que tu travailles vers ce moment-là, ben, tu ne vas pas le faire. Puis ça va juste devenir plat. Ça va juste devenir le temps qui coule, puis qu'on dirait qu'il mène vers rien. Puis c'est ça. Mais ça, c'est cette affaire, cette réalité-là, c'est là à tous les niveaux, disons, là, pas juste à ton niveau individuel. Oui, oui. Je pense que ça va pas mal conclure la discussion sur l'espace et le temps. Là, on a bien parlé de comment ça avait bien commencé, comment ça a été le problème. Puis après ça, on a aussi fini avec une solution quand même claire. Là. C'est comme d'habitude, tu commences à ton échelle à essayer de faire des événements ponctués. Là, participer à une liturgie, par exemple, participer à des événements avec ta famille. Puis ça vous fait une structure où le temps et l'espace peuvent être bien ordonnés à votre échelle. Puis avec le temps, ça peut s'agglomérer avec d'autres personnes. Puis éventuellement, on peut avoir finalement la montagne comme elle est censée être. On peut être une petite arche là, qui va permettre de recommencer le monde après le chaos de multiplicité. Oui, puis si je vais donner un petit conseil aux gens, là, si vous voulez juste une petite façon facile d'expérimenter ça, c'est que l'idée de s'asseoir à la table ensemble, puis de manger à une certaine heure, tous les jours, ça, c'est une belle petite union du temps et de l'espace ensemble. Parce qu'il y a un espace dédié, on ne s'assoit pas autour de la télé, on ne s'assoit pas sur les fauteuils, on s'assoit à la table ensemble dans un espace où on se regarde entre nous, puis que là, on sait que c'est à telle heure, puis qu'on mange ensemble. Ça juste ce petit truc-là, ça, c'est vraiment un geste liturgique. Là. Ce petit geste liturgique-là, il peut complètement transformer ta famille. Parce que tu dédies un espace, tu dédies un temps à quelque chose, puis ça va avoir un effet de rassembler l'identité de façon équilibrée. Là. Ouais. Parfait, ça. Bon, ben, ça conclut notre 5e épisode de La vie symbolique. On va se revoir dans 2 semaines pour parler du symbolisme de la gauche puis la droite. À bientôt. Salut tout le monde. Bye.